Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est la première vidéo de l'année 2024. Je suis un peu en retard, comme à chaque année, vous me direz. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet assez difficile à entendre pour certaines personnes. Aujourd'hui, on va parler du kidnapping et du meurtre d'un bambin de seulement 2 ans. Et quoi de mieux? Justement, ces agresseurs sont également des enfants. Donc, si vous n'êtes pas prêt ni apte à entendre cette vidéo, vous pouvez nous rejoindre dès la semaine prochaine pour un autre sujet. Et ceux qui décident de rester, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve au Royaume-Uni et on revient 30 ans plus tôt, soit le 12 février 1993. Nous sommes vendredi et comme beaucoup de familles, Denise Fergus fait ses commissions. Donc, elle va à l'épicerie, elle va à la boucherie, dans un centre commercial avec son fils de 2 ans. Elle achète donc de la viande et elle décide de préparer tout ce qu'il faut pour le week-end. Donc là, on se retrouve au New York Stand à Bottle, qui est situé à Liverpool. Donc Denise Fergus, elle est accompagnée de son jeune fils de 2 ans, qui se nomme James Burger. Donc là, la femme lâche la main de son fils quelques secondes pour payer à la caisse la viande qu'elle vient d'acheter. Et là, elle paye et sa viande, elle l'emballe. Et quelques secondes plus tard, elle se tourne vers son fils. Mais malheureusement, son fils n'est plus à côté d'elle. Le petit James s'est littéralement envolé. Elle ne panique pas trop au début, ça se peut que son fils soit tout simplement allé un peu plus loin dans la boucherie, qu'il soit en train de discuter avec d'autres personnes. Vous savez, à 2 ans, des enfants, c'est très curieux, ils veulent parler avec tout le monde et peut-être même que James a décidé de parler avec, pourquoi pas, un autre enfant de 2 ans. Ou de jouer avec un enfant de 2 ans. Donc là, Denise, elle se met à fouiller un peu partout dans la boucherie, mais elle ne trouve pas son fils. Elle va donc demander à un employé de parler à l'intercom et d'appeler James Burger aux caisses. Malheureusement, même après cet appel, James reste introuvable. Denise va se mettre à paniquer, je paniquerai également, et elle va donc décider de sortir de la boucherie puisque le bambin ne semble pas y être. Elle sort de la boucherie et la boucherie se situe dans un petit centre commercial, donc il y a d'autres magasins. Et là, elle va se mettre à fouiller, à chercher. Elle va crier le nom de son fils, mais celui-ci ne vient pas à elle. Elle va donc demander l'aide de d'autres personnes qui se trouvent dans le centre commercial, de l'aide pour retrouver son fils. Et là, au fur et à mesure des recherches, des employés de la boucherie et d'autres personnes vont se mettre à la recherche de son petit garçon. Le centre commercial va être fouillé, mais on ne retrouve pas le garçon. On se retrouve donc 30 minutes plus tard, soit à 16h10, alors que Denise Fergus va donc décider de contacter les services de police. Mais là, vous le savez bien, les centres commerciaux, durant la semaine, ferment assez tôt. Et là, on se retrouve à peine 1 heure de la fermeture de ce centre commercial-là qui se trouve à Liverpool. Le centre commercial ferme à 17h30. Donc là, il est 16h10. Il reste à peine 1 heure pour que le service de police et d'autres personnes qui se sont joints aux recherches cherchent dans le centre commercial. Donc là, Denise, les autres personnes et le service de police vont entrer dans chacun des magasins à la recherche du James, du petit bambin. Mais malheureusement, il va être introuvable. Et là, puisqu'on ne retrouve pas le bambin, les recherches vont s'agrandir.
Les recherches après la fermeture du centre commercial vont s'agrandir autour du centre commercial. Donc là, dans la ville, tout le monde va se mettre à chercher le petit garçon et là, il va y avoir plusieurs équipes de services de police là, qui vont s'étendre un peu partout dans la ville. Et là, évidemment, comme dans chaque recherche d'un enfant disparu et dans chaque centre commercial, il y a des vidéos caméras de surveillance. Donc, les services de police vont décider de prendre ces vidéos-là, donc de demander au centre commercial, mais également à la boucherie, au magasin, pour voir si on n'apercevrait pas le petit James Burger. Et justement, à la vision de ces caméras-là de vidéosurveillance, on va l'apercevoir, le petit James Burger. Au départ, il est dans la boucherie avec sa mère, puis il va tranquillement s'éloigner. Ça ne prend que quelques secondes, Et on sait que le kidnapping le plus rapide qu'il y a eu dans l'histoire s'est produit en seulement 90 secondes, donc 1 minute 30, ce qui est très très rapide. Il faut vraiment pas lâcher ses enfants du regard. Et là, dans les vidéos surveillance, on va voir James. Et James Burger, bambin de 2 ans, là, il est accompagné de 2 enfants qui semblent beaucoup plus vieux. En fait, ça ressemble à des adolescents, donc entre 13 et 15 ans. Les policiers vont se demander qui sont ces 2 garçons, et Denise aussi, parce qu'elle les connaît pas du tout, ces 2 garçons. Malheureusement, ce vendredi-là, 12 février 93, il n'y a rien qui va être retrouvé. James, il est nulle part, on ne reconnaît pas nécessairement les 2 garçons. Tu sais, les vidéos de caméras de surveillance des années 93, c'était pas top non plus, On n'est pas dans le 4K. Donc, tout ce qu'on voit, en fait, dans ces vidéos-là, ce sont 2 garçons qui ont l'air assez grands, comparés à James Burger. On peut dire qu'ils ont entre 13 et 15 ans. Ils sont de race blanche. Ils ont les cheveux assez foncés et ils sont habillés justement aussi de façon foncée. Donc, il n'y a pas vraiment de détails qu'on peut retirer de plus de ces vidéos-là, mais au moins on sait qu'ils sont partis, que James est parti avec 2 adolescents, 2 enfants, là. Et à cette époque-là, en 93, on ne pouvait pas vraiment se douter non plus que 2 enfants pouvaient faire du mal à un autre enfant. Vous savez, on était très peu éduqués sur la psychologie et le comportement des enfants, des adultes à en devenir. Donc, à ce moment-là, Denise était inquiète, oui, mais elle était moins inquiète que si elle avait vu James partir avec un homme. Donc là, nous sommes le lendemain, soit samedi, le 13 février 1993. Il y a donc une conférence de presse qui va avoir lieu à la télé pour justement signaler la disparition du petit James. On le recherche, on ne sait pas où il est. La dernière fois qu'il a été vu, c'est avec sa mère à la boucherie, soit vers 15h30, 15h40. Et là, les policiers vont demander l'aide du public pour essayer d'identifier les 2 jeunes garçons qui se trouvent sur les caméras vidéosurveillance avec James. Donc, les 2 garçons qui ont l'air d'être âgés entre 13 et 15 ans. Et là, Denise va justement apparaître à la télé et elle va réclamer son petit garçon. If you've got me, baby, just bring them back. Lorsqu'elle apparaît, j'ai tout de suite vu la peine d'une mère. Elle a les yeux bouffis par le chagrin. On voit qu'elle a pleuré. Clairement, cette femme-là n'a pas dormi de la nuit, de vendredi à samedi. Elle est triste, elle pleure et les policiers vont justement faire appel aux citoyens pour voir si quelqu'un n'aurait pas aperçu James. Et là, il y a des témoins qui vont mentionner avoir bel et bien vu James ainsi que 2 garçons qui se dirigeaient près du canal de Leeds à Liverpool, mais après recherche, il n'y a rien qui a été retrouvé. Donc là, on est rendu à 1 journée et demie là, sans avoir revu James Burger, ce qui est vraiment très troublant parce qu'on le sait là, que dans les disparitions, les kidnappings d'enfants, et étant moi-même maman, je me suis renseignée énormément sur ce sujet. Je pense que c'est ma phobie que mes enfants se fassent kidnapper.
Et les 24 premières heures, c'est les heures les plus importantes. C'est vraiment là où est-ce qu'on a le plus de chances d'avoir des pistes, d'avoir des témoins qui vont se rappeler, parce que plus le temps avance et moins les témoins se rappellent de quoi que ce soit, ou vont peut-être finir justement par mélanger certaines personnes, mélanger des vêtements, penser que ce suspect-là est habillé en noir alors que il est habillé en blanc, donc c'est mélangeant un peu. Donc c'est vraiment pendant ces 24 premières heures-là que tout est primordial et il faut chercher, il faut trouver au plus vite. Et là, on se retrouve dimanche, le 14 février 1993. Les polices ainsi que d'autres personnes là, recherchent le petit James Bulger et les policiers vont donc décider de continuer leur recherche sur la voie ferrée. Et c'est en arrivant sur la voie ferrée derrière le poste de police que les enquêteurs vont faire une macabre découverte. Ils vont tout d'abord découvrir le corps d'un enfant, et même si cet enfant-là n'est pas encore identifié par le médecin légiste, les policiers savent bien que le corps de ce petit enfant-là est sûrement celui de James Bulger. Et donc, après la découverte, le corps va être emmené au médecin légiste qui va malheureusement l'identifier comme étant bel et bien James Bulger, âgé de 2 ans. Dès le début, donc dès qu'ils ont découvert le corps, les policiers savaient que c'était un meurtre. Pourquoi? Parce que le petit garçon a été découvert d'une façon horrible. Le meurtre a été également lui aussi horrible et vite là, ils doivent commencer à chercher, trouver des indices pour ainsi attraper là où les personnes qui ont assassiné ce jeune bambin. Quelques jours plus tard, soit le 18 février 1993, 2 jeunes individus sont donc arrêtés à leur domicile puisque les policiers avaient reçu le témoignage d'une propriétaire d'une boutique dans le centre commercial qui était situé tout près de la boucherie et que, en voyant les photos des vidéos caméras surveillance, avait reconnu les jeunes garçons qui étaient accompagnés de James Bulger. Elle avait donc décidé de contacter les services de police pour mentionner le nom de ces 2 garçons-là. Et de surcroît, les 2 garçons étaient réputés dans ce centre commercial-là pour être des voleurs. Ils volaient souvent. Cette journée-là, au matin, ils ont volé des canettes de peinture, ils ont volé des bonbons. Là, les 2 personnes qui sont arrêtées sont Robert Thompson, qui est âgé de 10 ans, et on a John Venables qui est âgé de 10 ans également. Ce sont 2 amis de longue date et les 2 jeunes garçons sont donc interrogés la journée même de leur arrestation, donc le 18 février 93. Les 2 garçons vont être interrogés une première fois, donc le 18, mais pas grand-chose qui va en sortir. Ce qui va en sortir, ça va être le 19, soit le lendemain, alors que John Venable avoue avoir été sur les lieux du crime avec James, mais soutient qu'il n'a jamais tué le petit garçon et va donc mettre tout sur la faute de Robert Thompson, donc son ami de longue date. Et Robert Thompson, alors qu'il se faisait interroger dans une pièce séparée, va également dire la même chose. Robert n'a pas tué James Bulger, c'est John Venable qui a tout fait. Donc le lendemain, le 20 février, les 2 garçons vont donc être emmenés en examen, donc examinés par une pédopsychiatre. Intéressant de savoir, c'est que la pédopsychiatre va donc marquer dans son rapport que les 2 garçons semblent être assez fusionnel, mais que Robert Thompson est celui qui présente les plus grandes marques de personnalité antisociale. Donc, à ce moment-là, lors de son examen, elle croyait en fait que Robert Thompson serait prédestiné à devenir une personnalité antisociale, soit être en voie de devenir un criminel. Et pourquoi? Parce que Robert Thompson, durant ses interrogatoires ainsi que son examen, il était très très calme, il ne réagissait pas ou très peu, il ne pleurait pas, il était un garçon froid, c'était quelqu'un qui répondait aux questions,
mais sans jamais s'inclure dans l'événement. Il rejetait tout sur la faute de son ami là, John Venables. Et c'est pour ça que la pédopsychiatre qui a évalué les deux garçons a conclu que Robert Thompson avait une personnalité antisociale. Nous avons donc maintenant le dossier de l'autopsie qui a été fait par le médecin légiste. Le petit James Bulger a été découvert d'une façon assez tragique. En fait, lorsque les policiers ont examiné lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux du crime par hasard, sur la voie ferrée, ils ont découvert James Bulger avec beaucoup de blessures. Et en fait, ce que les policiers croyaient, c'était que, en fait, il y a un train qui est passé au même moment où James Bulger était sur la voie ferrée. Et malheureusement, ce train-là a sectionné le corps du petit bambin en deux. Donc, ils ont véritablement retrouvé James Bulger en deux morceaux à deux places différentes. Et ils ont pu constater également, même le médecin légiste a constaté que James Bulger avait beaucoup de blessures et il était à moitié nu. Donc, immédiatement, on a pensé que James Bulger avait été agressé sexuellement. Et il y avait une branche qui était pas loin, donc il croyait que James avait été agressé par une branche, donc un bâton, une branche d'arbre. Et il y avait beaucoup d'échymoses sur la tête et également sur le corps. Donc, ils en ont conclu que du centre commercial jusqu'à la voie ferrée derrière le poste de police, les deux garçons avaient traîné James Bulger de force, évidemment, et qu'il avait roué de coups pendant tout le trajet, ce qui a fait en sorte que James avait des échymoses là, sur son corps lorsqu'il a été découvert. Les funérailles de James Bulger ont lieu le lundi 1er mars 1993, alors que le corbillard roule dans la rue vers le cimetière et tout le monde est invité à aller marcher. Et on sait que pendant les prochaines années, et même encore jusqu'à aujourd'hui, la famille Bulger a reçu énormément de lettres partout à travers le monde, justement pour soutenir la famille, pour soutenir la mère, pour rendre hommage à James Bulger. Et ça, c'est une entrevue que j'ai vue justement avec la mère, donc Denise Fergus, qui a, après plusieurs années, là, en fait une entrevue, une interview, et elle nous montre également le nombre de lettres qu'elle a reçues. En fait, elle a 3 énormes boîtes qui sont dans son grenier. Et là, revenons aux deux garçons. On sait que les deux garçons ont assassiné James Bulger. Eh bien, c'est en concordant les 2 entrevues au poste de police que les garçons ont fait, qu'on a pu justement refaire l'histoire du début. Donc, le matin même du 12 février, les 2 garçons ont décidé de sécher l'école et de se rendre au centre commercial, ce qu'ils faisaient régulièrement. En effet, John et Robert sont nés de 2 familles qui ont beaucoup de difficultés financières, absence de père, très négligés par la mère. Ils ne sont pas soutenus et ne sont pas encadrés non plus. Donc, ils n'ont pas vraiment de repères et il n'y a pas vraiment de règles à respecter, contrairement à d'autres familles là, où les parents sont vraiment là, les encadrent et les poussent à aller à l'école. Donc, c'était des enfants qui avaient la réputation de souvent sécher l'école et ils se rendaient au centre commercial pour voler dans les magasins. Et là, cette journée-là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont allés dans le centre commercial et ils ont volé des bonbonnes de peinture ces bonbonnes-là ont été... il y a de la peinture rouge qui avait été retrouvée justement sur les vêtements de James Bulger, un peu plus loin où le corps avait été retrouvé, ce qui justement constitue également une preuve médico-légale. Donc, ils ont volé une bouteille de peinture rouge. Cette bouteille-là, donc cette peinture-là, a été retrouvée autant sur les vêtements de James Bulger que sur les souliers de Robert Thompson. Mais là, ça en prend plus, ça prend beaucoup plus de preuves. Et justement, il y a 38 témoins qui vont arriver au procès. Et ces 38 témoins-là les ont vus
à un moment ou un autre de la journée en train de marcher vers la voie ferrée derrière le poste de police où la scène de crime a eu lieu. Le matin, ils se rendent au centre, ils volent et par la suite, on a su, pendant le procès encore une fois, que John et Robert ont tenté une première fois d'enlever un enfant. C'était un enfant de 5 ans. Et par chance, la mère a été assez rapide pour remarquer que son enfant n'était plus à côté d'elle. Et tout de suite, elle a ramené son enfant vers elle. Donc, ce fut un premier kidnapping qui a échoué, heureusement pour elle. Et par la suite, là, quelques heures plus tard, soit vers 15h40, eh bien là, le kidnapping de James Bulger a finalement fonctionné. Là, ils quittent le centre commercial, ils vont marcher dans les rues, ils vont se faire arrêter par quelques-uns de ces 38 témoins-là parce que les deux jeunes garçons sont accompagnés d'un bambin qui pleure, qui appelle maman, et ces deux garçons-là frappent une fois de temps en temps James Bulger. Ils vont le frapper, ils vont le pousser, ils vont vraiment s'amuser avec comme si c'était un jouet. Et ces témoins-là vont venir au procès et vont dire que, en fait, ils ont pas fait grand-chose puisque les deux garçons disaient que James était leur frère et qu'il s'en allait justement à la maison. Donc, on peut faire quoi lorsqu'on se retrouve dans une situation comme ça? Donc, le procès va s'ouvrir très, très vite. On a eu les conclusions, on a eu l'examen médico-légal, les ADN également qui a été retrouvé là, autant sur la scène de crime que sur Robert et John. Donc, le procès va s'ouvrir le 22 février. Et John Venable et Robert Thompson, tous deux âgés de 10 ans, vont comparaître à leur procès et vont donc plaider non coupables. Le procès va véritablement commencer le 1er novembre, soit plusieurs mois plus tard. Et les deux jeunes garçons accusés auront malheureusement ou heureusement, vous me direz dans les commentaires, un procès d'adultes. Deux garçons vont donc plaider non coupables. Ils vont aussi nier avoir tenté de kidnapper un autre enfant plus tôt dans la journée du 12 février. C'est à ce moment-là que les 38 témoins vont venir à la barre pour mentionner avoir vu les trois garçons marcher à un moment ou à un autre de la journée. On a également le docteur Suzanne Bailey, c'est la pédopsychiatre qui avait examiné les garçons. Elle va elle aussi aller à la barre et elle avait justement analysé John et Robert et a déclaré que les deux garçons connaissaient très bien la différence entre le bien et le mal. Pourquoi les deux garçons connaissaient la différence entre le bien et le mal? C'est tout simplement lors de son premier interrogatoire, Robert Thompson va mentir en disant au policier qu'il n'a jamais été au centre commercial cette journée-là. Alors que, on le voyait sur les vidéos de caméra de surveillance. En plus, les deux garçons avaient planifié, quelques heures plus tôt, un enlèvement qui a échoué. Là, pendant le procès, on sait que Robert Thompson va être déclaré comme étant le cerveau de l'opération du fait des traits de caractère et de comportement qu'il avait, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Il ne pleurait pas, il a tout nié, il a nié avoir été au centre commercial. Il a même dit que c'était John qui avait tout manigancé, donc le premier kidnapping, le deuxième kidnapping, que c'était lui qui voulait voler dans les magasins lorsqu'il séchait l'école. Pendant le procès, le juge Moreland va déclarer Thompson et Venable comme étant des jeunes barbares et le jury va délibérer pendant seulement 6 heures et va revenir avec un verdict. Deux jeunes garçons vont être reconnus coupables de kidnapping et de meurtre et vont être condamnés à la prison à vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un procès d'adultes. C'est que le juge Moreland va recommander que les deux garçons soient mis dans un centre pour délinquants pendant au moins 8 ans. Puisque les deux jeunes garçons avaient moins de 13 ans, la condamnation à vie jusqu'à la majorité, donc c'était 18 ans. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas contents du verdict, qui vont pas être contents du tout là, de ce que le juge va recommander. Donc, il va y avoir une pétition qui va se faire pour garder les deux jeunes garçons plus longtemps en centre de délinquance. Et cette pétition-là va être envoyée au ministre de l'Intérieur, donc M. Michael Howard. Et cette pétition-là va comprendre 280 000 signatures. Et la pétition va être couronnée de succès, ce qui fait que, en fait, les deux garçons vont être emprisonnés pendant minimum 15 ans.
On sait qu'en 1999, les avocats de John et de Robert vont faire appel devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que les deux jeunes garçons, au moment de leur procès, n'étaient pas aptes et ne comprenaient pas nécessairement les procédures judiciaires. À ce moment-là, ils étaient beaucoup trop jeunes comparés à un adulte. Là, on sait qu'un an plus tard, soit en octobre 2000, la Cour européenne des droits de l'homme va donc renverser le verdict et va demander à ce que les garçons soient mis en centre de délinquance entre 8 et 10 ans au lieu de minimum 15 ans. Parce que la Cour européenne disait que l'atmosphère dans les centres de délinquance pouvait s'avérer être très, très corrosive pour les garçons. Plus jeune est l'enfant qui entre dans le centre de délinquance ou en prison, bon, peu importe, moins il va être apte à être réhabilité lorsqu'il va sortir. Parce qu'en effet, on le sait, hein, le cerveau grandit pendant l'enfance, pendant l'adolescence, il se modèle, il devient donc plus mature, il devient plus responsable. Si les enfants, ces enfants-là avaient 10 ans, ils sont envoyés en centre de délinquance et ressortent seulement à l'âge de 25 ans, qu'est-ce que ça aurait donné à l'âge de 25 ans, 30 ans? Ils n'auraient pas été capables de se réhabiliter dans la vie puisqu'ils ont passé, plus de la moitié de leur vie dans les centres de délinquance. Dans les centres de délinquance, on s'entend qu'il y a beaucoup de restrictions, c'est très encadré, c'est très routinier. Et là, si deux enfants qui y sont entrés en ressortent à l'âge adulte, ils se rendent compte qu'il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de routine, c'est là qu'ils se mettent à faire n'importe quoi et que justement, ils peuvent retomber dans leurs anciens patterns. De janvier à juin 2001, les deux garçons ont été examinés, soit pendant 6 mois, et la commission des libérations conditionnelles a annoncé que les deux garçons pouvaient être libérés puisqu'ils ne comportaient plus de danger pour la sécurité publique, mais également pour eux-mêmes. Ils reçurent tous deux nouvelles identités et ils vont comme être un peu comme ce qu'on appelle la protection de témoins. Donc, les médias n'ont pas intérêt à mentionner le nouveau nom ou encore l'endroit où peuvent se situer les deux garçons, puisque à l'époque du crime, ils étaient mineurs et qu'on protège les mineurs, quoi qu'ils aient pu faire. Par contre, il y a des conditions qui vont s'appliquer à leur libération conditionnelle. Donc, les voici. Nous avons, ils ne peuvent pas se contacter ni un ni l'autre. Ils ne peuvent contacter la famille Burger. Ils ne peuvent se rendre dans la région de Merseyside. Des couvre-feux sont imposés et ils doivent se présenter à leur agent de probation. Si l'une de ces restrictions sont brisées, la Cour a le pouvoir et le droit de renvoyer l'un ou les deux garçons dans le centre de délinquance, mais puisqu'ils seront alors majeurs, ça sera en prison. Après le procès, il y avait une injonction qui a été faite aux médias, comme je l'ai mentionné quelques temps plus tôt. Donc, on ne pouvait pas mentionner l'établissement dans lequel les garçons étaient lors du procès. Et par contre, cette injonction-là, je pense que les médias ne le savaient pas ou s'en sont foutus un peu, continuait d'être appliquée même après la libération des garçons. Ce qui veut dire que même après la libération, les médias n'ont pas le droit de mentionner leur nouveau nom, leur lieu où ils résident et même le centre de délinquance où ils étaient pendant qu'ils étaient incarcérés. Par contre, le magazine Manchester Evening News a nommé les institutions sécurisées dans lesquelles les deux garçons étaient hébergés. Et là, sans le savoir, les médias ont violé les injonctions puisqu'après leur libération en 2001, justement, l'injonction continuait d'exister. Ce qui fait qu'en fait, le magazine a dû débourser une amende de 30 000 € et dû payer des frais de 120 000 €, ce qui est quand même énorme lorsqu'on ne fait que mentionner le nom d'un centre. Pendant leur incarcération, les garçons ont fait et ont même réussi un baccalauréat. Le 2 mars 2010, le ministère va révéler que John Venable avait été envoyé en prison pour violation qui était non précisée, mais plus tard, on va savoir que c'était pour pédopornographie. Le 21 juin 2010, John Venable a été arrêté et accusé de possession et de distribution de photos indécentes d'enfants. Il avait téléchargé pas moins de 57 images d'enfants sur une période de 12 mois et il avait même autorisé d'autres personnes à pouvoir accéder à ces fichiers-là. C'est le 23 juillet 2010 que John va être condamné à 2 ans de prison pour ces infractions-là.
Donc là, on sait que pendant l'audience de John Venable là, pour la possession d'images d'enfants, on sait que John s'était fait passer pour une dame, donc Downey Smith de 35 ans, qui avait dit avoir une fille de 8 ans et qui s'était fait violer pour obtenir des informations sur la pédophilie et la pédopornographie. John Venable avait également contacté son agent de probation parce qu'il avait peur que sa nouvelle identité soit révélée aux médias. Son agent de probation s'est donc rendu chez lui et lorsqu'il est arrivé chez lui, il a vu John Venable en train d'enlever son disque dur avec un couteau et un ouvre-boîte. Il a trouvé ça très, très suspect. Il a donc décidé de contacter la police pour que la police prenne le disque dur, mais également l'ordinateur et tout ce que ça considérait. Puis, c'est à ce moment-là que les enquêteurs ont regardé dans le disque dur et l'ordinateur et qui ont découvert 57 photos d'enfants. Et c'est justement là où tout ça a débouché. C'est justement après l'incarcération de 2 ans de John Venable que les médias vont annoncer, bon maintenant ils ont le droit, qu'en 2008, John Venable avait été arrêté en sortant d'un bar parce qu'il s'était mis à se bagarrer avec plusieurs personnes et qu'à ce moment-là, il était en possession de cocaïne. Alors là qu'au début, on pensait que même la pédopsychiatre et la psychiatre du procès pensaient que c'était Robert Thompson qui avait plus de chances de devenir un criminel puisqu'il présentait beaucoup de symptômes, beaucoup de traits de personnalité antisociale. Et en fait, c'est de lui qu'on n'entend plus parler. Durant les dernières informations, on sait qu'il était en couple avec un homme et on pense que cet homme-là savait, sait très bien son identité et que tout a l'air de bien aller pour lui. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le sujet et le contenu. Donc, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de votre famille. Ciao, ciao!